Vous n'avez rien à craindre du Rassemblement national. Je suis pour la méritocratie si les gens qui travaillent durement, qui font tout pour obtenir quelque chose, ils méritent de l'obtenir. Exemple, voilà, sur cet article de Contre-Attaque, on apprend qu'un millionnaire américain, Ernie Dozio, passionné de chasse et de safari, est mort piétiné par une éléphante. Voilà, ça, c'est de la méritocratie, c'est 100% mérité. Ça, c'est quelqu'un qui s'est sorti les doigts, qui s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs, ok? Dans l'article, on apprend que le mec, il est passionné de chasse. Ok, mais c'est pas un petit chasseur de sangliers de bac à sable, c'est un chasseur d'animaux rares, d'animaux en voie de disparition. Vous imaginez comme c'est dur de trouver un animal en voie de disparition? Il y en a pas beaucoup, d'accord? Le mec s'est donné les moyens. Il avait une des plus grandes collections de trophées d'animaux rares de son pays. Heureusement qu'il y a des pays comme les États-Unis d'ailleurs qui n'ont pas peur de la réussite. Parce que grâce au gouvernement Trump en 2017, l'importation des trophées d'éléphants a été réautorisée, d'accord? Ah, ça c'est pas en France qu'on verrait ça, hein. En France, on a trop peur du succès, on a trop peur de l'argent. Attendez. Non, pardon, autant pour moi, c'est légal aussi en France. Bref, revenons à Ernie et à sa belle collection. C'est pas juste un collectionneur, ok? Parce que ça, tout le monde peut faire une collection. Ça s'achète, d'accord? Lui, pour bien mériter, en plus, il tapait la pose devant les animaux rares morts qu'il avait tués. Et ça, pardon, mais c'est un dévouement supplémentaire pour mériter la mort qu'il a eue. C'est pas tout le monde qui se donne autant, je suis désolée. Pour son dernier safari, il a choisi le Gabon, qui est un pays encore composé à 90% de forêt. Donc c'est un des pays les plus préservés de l'Afrique et du monde. Il a mis les moyens. Il a payé 40 000 $ pour faire son safari. Ah oui, non, faut pas avoir peur de prendre des risques et d'investir. Et il voulait aller chasser une antilope rare, la céphalophe à dos jaune. Vous connaissiez, vous? Mais Ernie, oui. Ernie connaissait. Il avait les connaissances. Donc voilà, il s'est enfoncé dans la nature profonde du Gabon et il est tombé sur 5 éléphantes avec des éléphantos qui du coup sont très agressives et il s'est fait piétiner. Voilà. Quelqu'un qui a bien tout fait pour mériter ce qui lui est arrivé, d'accord? Ernie en est la preuve. Quand on veut, on peut. Si vous trouvez que je mérite un mauvais karma parce que je me moque de la mort d'un millionnaire amateur de safari qui est mort écrasé par des éléphantes, alors punissez-moi en ne venant surtout pas à mon spectacle 300 000 ans. On se tape des barres avec l'histoire, mais également c'est un spectacle militant et engagé. Ça parle pas de chasse, mais ça parle des conservateurs. Vous pouvez voir ça au Théâtre de la Madeleine à Paris. Dépêchez-vous d'ailleurs de prendre les places. Le premier vendredi est déjà à moitié complet alors que c'est en septembre. Et c'est également en tournée. Vous avez toutes les dates dans mon Linktree en bio et on en rajoute régulièrement. Bisous les amis, n'oubliez pas de traverser la rue et que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, sauf si c'est une éléphante. Mamie, est-ce que ça te dérange de répondre à un commentaire pour moi? Ah non, pas du tout. Je te le lis, accroche-toi. Quelle horreur! Où sont les vrais hommes aujourd'hui? Et pourquoi t'as-t-on dit ça? Mais parce que je danse avec des talons, mamie. Mon Dieu. On est encore là. Ouais, juste pour ça, ouais. Oh là 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 là. Du coup, comme je mets des talons, mamie, eh bien, je ne suis pas un homme. Oui, ben, il vaut mieux danser en talons que violer les femmes. On est bien d'accord? Je crois que c'est la meilleure des réponses, mamie. Voilà. Au revoir. Toute simple et... Efficace. Ne laissez jamais les riches rentrer où que ce soit, parce qu'ils vont tout ruiner. Je dis ça parce que pendant que je peins, souvent je regarde des vidéos d'actualité, et là il y en a une qui mentionne le fait que le stock Airbnb est pas en super forme, et je me rappelle pourquoi je fous plus les pieds sur Airbnb, parce que c'est devenu de la super merde. Au début c'était pas non plus de l'économie sociale et solidaire, mais c'était quand même un truc entre pauvres, où on se passait les clés de la main à la main, un peu échange d'appart. Oui, t'as un peu d'argent qui s'échange, mais c'est pas le bout du monde, parce que tu vas crécher chez moi. Il y a mes fringues, il y a toute ma maison, en fait. Alors que maintenant, les Airbnb, c'est des trucs exclusifs, qui coûtent aussi cher, voire plus cher que les hôtels, et qui, en plus, ont des exigences de débilos. Genre, les verres, quand vous avez fini de les nettoyer, il faudra bien les sécher et les remettre dans le placard à chaque fois. Mais personne n'habite ici, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et en plus... Je veux dire, tous les Airbnb qui ont envahi les centres-villes, qui ont tout bouffé, le moindre truc un tout petit peu en ruine, un tout petit peu crado, qui aurait pu être un truc de primo-accession, un premier appart à acheter, ça devient un Airbnb, à chaque fois. Du coup, nous, on peut pas être en compétition avec eux,
Parce que si on les laisse rentrer sur Airbnb, les riches, ils vont tout niquer. Ça ne rate jamais. Du coup, Airbnb, la seule façon qu'ils auraient de résoudre ça, c'est de dire, en fait, chaque personne n'a le droit d'avoir qu'un seul Airbnb et il faut qu'elle prouve qu'elle y habite pour de vrai. Mais ça fait pas de volume, ça fait moins d'argent, etc. Et du coup, Airbnb, le capitalisme a tout niqué comme d'habitude, mais surtout, en laissant rentrer les riches, c'est exactement ce que ça a dû produire. C'est-à-dire que la plateforme, finalement, elle y est qu'à moitié pour quelque chose. Le problème, c'est les joueurs. Alors, quand tu fais des mauvaises règles du jeu, évidemment, t'as des joueurs qui jouent n'importe comment. Mais les gens, ils n'étaient pas obligés. Les milliardaires, ils n'étaient pas obligés de se dire « Ah bah oui, tiens, je vais m'acheter 400 appartes ». Les gens, les petits bourgeois qui avaient un petit peu d'apport et qui se sont dit « Au lieu de m'acheter un appart et d'être heureux et de dépenser mon argent et de payer des impôts, je vais plutôt me faire un empire immobilier dans l'ubérisation du centre-ville et du coup ruiner le truc pour tout le monde, faire brûler les loyers. Et voilà, j'ai décidé que j'allais cramer le monde parce que c'est à mon avantage. » Ne laissez jamais les riches rentrer où que ce soit, ils vont tout niquer à chaque fois. Je viens de réinventer le cinéma là. Le casteur il m'a dit t'es un super acteur. Mais hors champ. Rigole pas, c'est la caméra. Hein. Elle arrive pas à saisir mon talent. Je crois que je suis trop rapide. Je joue entre les images. Clac clac. Le rôle c'était profil nordique, trentenaire, bobo et sportif. Moi j'ai des meubles Ikea et un vélo électrique. 2 sur 3, c'est pas mal non? Ouais. Le mec il m'a dit donnez-moi de la vulnérabilité. Moi je lui ai donné mon RIB. Après à un moment donné le mec il voit que je galère. Pour m'aider il me dit vous inquiétez pas, soyez vous-même. Ça fait 10 minutes que je suis moi-même en fait. Et il me dit bon bah essayez autre chose. Du coup j'ai essayé d'être le mec qui a le rôle. Normal. Bah, je suis pas Hollywood, hein, t'as remarqué, je suis avec toi. Madame, pardon. Oui. Excusez-moi, vous avez fait tomber vos clés. Oh, merci monsieur, c'est très aimable à vous. Suis-je l'homme qui va sauver la France? Antoine, appelle Gallimard. J'ai un pitch. La Justice League par François Ruffin. C'est sûrement comme ça que se sentait Jésus. Dis-leur que je veux Vincent Lindon pour le biopic. Thank you for this Nobel Prize, but I'm just a humble politician. Et peut-être qu'en lui rendant ses clés, je lui ai rendu quelque chose de bien plus important. La foi. Et votre nouveau président est François Ruffin. Ouh, papa. T'es le meilleur, François. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les gens. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Bonjour, c'est encore moi. Est-ce que tu aurais 2 petites minutes à m'accorder? Arrête de me casser les couilles, putain. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. 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 6-7. 6-7. Bonjour. Oh putain, qu'est-ce qu'il a pondu là? Ah mais c'est ma femme. Ça fait 2 ans que je l'avais perdu. Merci Duo, je vais pouvoir reprendre nos japonais. Bon bah elle était cool ce rando. Il y a juste ce connard qui veut pas me lâcher. T'es sûr t'as pas 2 petites minutes? 2 petites minutes. Mais sinon c'était cool. Non mais tout ce que je dis c'est que c'est bon, Kaamelott on s'en remet, c'était sympa, on a rigolé 30 secondes et voilà, c'est bon, c'est tout. C'est pas l'affaire du siècle. T'as dit quoi là? Répète ce que tu viens oser dire mon grand. Mais je dis juste que c'est bon, Kaamelott c'est pas l'affaire du siècle, c'est tout. Je peux accepter beaucoup de choses, d'accord? Mais y a rien à accepter, c'est tout. Non, non, arrête. Arrête tout de suite. Ça va mal finir, tu sais pas de quoi tu parles, ça se voit. Ça se voit que t'y connais rien en culture et en termes de séries télévisées. Arrête de parler des choses que tu connais pas. Et tu vas dire quoi après? Mais c'est bon, Alexandre Astier, c'est pas un génie absolu. C'est pas un génie, pote. Mais toi, t'as vraiment de la chance que je sois pas un mec violent, hein. Mais pourquoi tu t'énerves là? Parce que là, tu me tends quand même, hein. Tu me tends.
Mais c'est bon, c'est juste mon avis. C'est pas un avis, en fait. C'est pas un avis, ce que t'es en train de me dire. Mon grand, tu me pousses, là. On rigolait, tout le monde passait une bonne soirée, et non. Pourquoi tu casses l'ambiance? Mais c'est toi qui casses l'ambiance. Viens, on va à la cuisine, on va chercher une bière. Mais je bois pas d'alcool. On va chercher une bière. Mais je ne bois pas d'alcool. Je vais t'expliquer pourquoi t'as tort, d'accord? Je ne bois pas d'alcool. Comment ça, tu bois pas? Tu vas boire, mon grand. Allez, c'est bon, arrête tes conneries, on va chercher une bière. Jamais compris ce que c'était que la dérivée d'une fonction f', et t'as toujours eu peur de f' de x, c'est quoi? En fait, c'est très simple et c'est très utile. Imagine que la fonction, c'est une courbe ou un graphique, d'accord? La dérivée, c'est la pente. C'est tout simplement la pente. Donc si, par exemple, tu montes un escalier de manière très droite, la pente, c'est toujours la même. Donc la dérivée d'une pente droite, c'est un nombre constant. C'est juste la pente. Si par contre, d'un seul coup, ta colline, elle devient plate, eh bien la dérivée, elle part d'un nombre et elle descend jusqu'à 0. En fait, cela décrit si la courbe va plus haut, plus vite, moins vite. Par exemple, la courbe du chômage diminue. Donc la dérivée devient négative. La dérivée était positive avant, elle montait, puis elle devient négative. Ou alors, la courbe du chômage continue de monter, mais moins vite. Eh bien, la dérivée reste positive, mais sa dérivée seconde, la dérivée de la dérivée, elle commence à être négative. Donc tu ne verras plus jamais un discours économique de la même manière. C'est absolument passionnant. Si tu veux d'autres explications que j'espère le plus simple possible sur la beauté des maths, c'est simple, tu t'abonnes. Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. Hicimos un concurso de dominadas y ganó una joven de Veracruz que nunca hubiera podido ir a una inauguración de un mundial. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el fútbol? Y nosotros nos fuimos ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amadero, y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Y qué alegría, la verdad. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo. Esa es la gran différence. Le nouveau banger de Mozart à l'instant sur Radio Ménestrel, il est à son prime l'Autrichien en ce moment, c'est pas compliqué. D'ailleurs je rappelle que son interview, si vous voulez la lire, elle est directement disponible en parchemin. Envoyez-nous un pigeon voyageur à la radio pour qu'on vous fasse livrer dans votre chaumière. Pigeon voyageur également, si vous voulez gagner vos places pour le big concert de cet été, c'est à ne pas rater. Vivaldi qui mixe en live aux arènes de Constantinople. Grand tirage au sort, je le rappelle, ce vendredi soir, juste après l'exécution directe du comte de Vermandois. On vous met bien, hein. C'est concert avec accès VIP, voyage offert avec l'aller-retour en calèche express, seulement 3 mois pour aller à Constantinople. Il y a de l'hydromel à volonté dans les loges, voilà, on peut pas faire mieux. Et puis l'italien, je l'ai vu l'année dernière, oh là là, il va vous faire la totale. C'est printemps, été, automne, hiver, que des bangers, et on va rester justement dans une ambiance hivernale avec ce classique. On repart en musique avec la 5e symphonie de Beethoven, tout de suite sur Radio Ménestrel. Je vais vous montrer ce qu'est un ego fragile. Je suivais un créateur de contenu depuis quelques temps, il me suivait aussi, on ne se connaissait pas, mais on se likait nos vidéos réciproquement, et je dois avouer que je l'appréciais beaucoup. Et il y a quelques semaines, je reçois 2 messages le même jour de 2 personnes différentes qui souhaitent me prévenir que ce gars a publié une vidéo à caractère sexiste, et comme elles voient que je le suis et qu'elles savent que je suis une féministe engagée, elles souhaitent me prévenir.
Je vais voir la vidéo, bon effectivement, donc croyant le connaître, je me dis bon c'était juste extrêmement maladroit, ce que je vais faire comme on est une équipe et qu'on doit avancer ensemble, je vais faire preuve de pédagogie et je vais lui faire un petit message audio pour le prévenir que ça peut être mal interprété. Je fais donc ça, je lui laisse un message audio très gentil, très sympathique, très bisounours, et là, rapidement, pour m'expliquer que j'ai tort et que lui est droit dans ses bottes, il me fait non pas un, non pas deux, mais 13 messages audio. Et ce, avant de me dire que je participe à son harcèlement. Et ce, avant de conclure que mon raisonnement est stupide, en passant par un parallèle encore plus maladroit, voire très malaisant, avec la communauté LGBT. Il m'a également envoyé des captures écran de gens qui étaient d'accord avec lui, comme si j'allais me dire « Waouh, des étrangers sont d'accord avec lui sur internet, ça prouve bien que je suis complètement à côté de la plaque !» Alors bien sûr, je l'ai bloqué tout de suite, puisque tout simplement, j'ai eu peur. Et j'avais oublié que quand on est une femme et qu'on choisit d'être en désaccord avec un homme, on doit anticiper la façon dont il va réagir, voire marcher sur des œufs au cas où. Parce que pas tous les hommes, mais toujours un homme, eh bien il y a toujours une question qui se pose, et cette question c'est jusqu'où va-t-il être capable d'aller? Est-ce qu'il va accepter le désaccord? Est-ce qu'il va devenir agressif? Est-ce qu'il va s'acharner? Est-ce qu'il va essayer de m'humilier? Et au final, c'est aussi ça qui est épuisant quand on est une femme. On ne peut pas se contenter d'avoir une opinion contradictoire. Il faut aussi constamment évaluer les conséquences possibles du fait de l'exprimer, conséquences qui peuvent être parfois très inquiétantes. Voilà pourquoi, entre autres, c'est compliqué de parler. Et voilà pourquoi, bien souvent, on se tait pendant des années. Voilà, bonne journée! C'est toi qui as reproduit les inventions de Gaston Lagaffe? Ouais, c'est moi, ouais. Tu me montres? Allez, viens. Ah, il y en a des trucs et des bricoles par ici. Tous les objets de Gaston Lagaffe sont comme dans la bande dessinée et surtout, ils sont fonctionnels. Ça, c'est la voiture-lit de Gaston Lagaffe. Alors ça, c'est le mini-kart de Gaston Lagaffe. Tu crois que je peux l'essayer? Mais bien sûr. Tu sais, c'est comme dans la BD, ça fume, ça tourne. C'est dingue. Alors ça, c'est la lampe de poche solaire qui ne fonctionne qu'en plein soleil. Parce que quand on le cache, elle s'éteint. Mais du coup, ça sert à rien? Ça sert absolument à rien. Alors ça, c'est la mini tondeuse pour couper l'herbe, mais pas les pâquerettes. Est-ce que tu pourrais donner un objet à la prochaine personne que je vais rencontrer? C'est une boule de ma sculpture. Super, parce que je sors une nouvelle vidéo chaque semaine avec un passionné. C'est quoi qui te motive à faire ça? C'est toute la philosophie qu'il y a derrière aussi. Dans toutes les inventions que Gaston il le fait pour lui ou pour rendre service à certaines personnes. Je travaille pour moi et je m'en fiche de ce que les gens pensent, je le fais. Vous avez vu ça? Un riche milliardaire a souhaité se faire inhumer au-dessus du caveau de Marilyn. Un homme a demandé à être enterré au-dessus de la tombe de Marilyn Monroe, allongé sur le ventre pour être face à elle pour l'éternité. Et oui, il y est. En 2009, dans les médias, on pouvait lire des titres comme « Reposer auprès de Marilyn Monroe est à nouveau possible dans le Figaro », le tombeau au-dessus de celui de Marilyn Monroe aux enchères dans le Nouvel Obs. Oui, parce qu'avant que cet homme soit inhumé au-dessus de Marilyn Monroe, il y avait un autre entrepreneur américain, Richard Poncher, qui a dit à sa veuve « Si je crève et que tu ne m'installes pas face à Marilyn, je te hanterai pour l'éternité ». Elle a depuis vendu l'emplacement de la tombe de son mari aux enchères, juste au-dessus de Marilyn Monroe, pour se faire de l'argent. Vous imaginez que même dans la mort, Marilyn Monroe est traitée comme un objet? Et ça, c'est précisément ce qu'on appelle la culture du viol. Un climat social qui permet à la violence sexuelle d'être normalisée et justifiée d'après la définition des Nations Unies. Et Marilyn, elle avait déjà dénoncé ça de son vivant. Dès 1953, dans un article intitulé « Les loups que j'ai connus », elle raconte les producteurs, les agents et les hommes puissants qui l'a harcelée et l'a considérée comme un morceau de viande. Mais d'ailleurs, elle parle pas que d'elle, elle parle vraiment de la condition générale des actrices à Hollywood. Quand elle était enfant et qu'elle s'appelait pas encore Marilyn Monroe mais Norma, elle avait déjà subi des violences sexuelles. Vous imaginez, toute sa vie, elle a été entourée d'hommes qui voulaient la posséder, la contrôler ou même profiter de son image. Et maintenant, toute sa mort aussi. Et c'est vraiment dur de se dire que quand on est une femme, même dans la mort, on trouve pas la paix. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de devenir pédocriminel, justement? Ben, la France. La France? Ah ben oui, ici, on risque rien, hein. On est seulement 3% à être condamnés, et encore, on purge une très faible peine, et ensuite, on peut retravailler avec des enfants, donc, que demande le peuple? Ah oui, c'est vrai. Alors, je sais qu'on n'a pas une très bonne réputation, mais il faut savoir séparer l'homme du pédophile. Bah, c'est-à-dire? Prenez Jack Lang, il a quand même créé la fête de la musique. Enfin, c'est génial, ça. En tout cas, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous témoignez à visage découvert. Mais moi, je crains rien. Et puis, je vais vous dire, quand bien même la justice voudrait changer les choses, ils font comment? Les prisons sont pleines. Ah bah oui, c'est vrai. Ils me font marrer, les gens. Ils veulent nous enfermer. Mais où? Ah, mais vous avez raison. Là, actuellement, il manque plus de 100 000 places de prison pour tous nous accueillir. Ah oui, vous avez compté carrément. Ah mais vous savez, abuser des enfants, c'est pas un job à plein temps, hein. On a du temps libre quand ils sont à l'école.
matin, j'étais sur Google Maps et il y a un truc qui m'a paru vraiment très bizarre. J'ai zoomé là par hasard en pleine campagne et je me suis aperçu qu'il y avait un carrefour. Mais pas un magasin genre carrefour, plutôt une intersection. Et là je me mets sur Google Street View et voilà ce que j'ai découvert. Un feu rouge en plein milieu de la chaussée et une voiture qui arrêtait en plein milieu. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Parce que je me suis rappelé que Louis Sarkozy, qui est quand même quelqu'un de très intelligent, il a dit que ça sert à rien la signalisation routière. Et pourtant là je vois quoi? Une voiture arrêtée au feu rouge et ça a l'air de marcher. Alors j'arrivais pas à comprendre, il fallait absolument que j'en ai le cœur net, je pouvais pas en rester là. Je suis allé chercher dans les rapports scientifiques, j'ai épluché des tas de documents officiels et j'ai regardé à peu près une centaine de cartes hygiène pour essayer de trouver le problème. Et là, ce que j'ai découvert m'a complètement choqué. Ah mais c'est vrai qu'il est hyper con. J'ai oublié. Ah pardon, fausse alerte. Ah le con. On a un peu peur maintenant des enfants parce que avec ce qui se passe. Donc là, vous allez me dire qu'on a plus de 100 enquêtes ouvertes dans des établissements scolaires. On a plus de 30 animateurs qui sont suspendus pour suspicion de violence S. Et vous avez peur des enfants ? Tous les agents qui travaillent actuellement dans le périscolaire à la ville de Paris viennent la boule au ventre au travail. Alors oui, ça c'est normal en fait de réaliser qu'en fait il n'y a pas de vérification au niveau de certains animateurs qui sont engagés, que potentiellement parmi mes collègues il y a des pécriminels. Oui, j'aurai la boule au ventre en allant au travail, oui. Ils viennent travailler chaque matin avec cette angoisse et je pense que c'est pas normal de travailler dans ces conditions-là. Alors oui, le système est défaillant, du coup on est d'accord qu'on est tous inquiets pour les enfants, n'est-ce pas ? On s'inquiète pour les enfants, c'est pour ça que les gens ont la boule au ventre, qui sortent dans la rue pour manifester, parce qu'ils sont inquiets pour les enfants, n'est-ce pas ? Maintenant, on a un peu peur de faire notre métier parce qu'on veut plus se retrouver seul dans le dortoir, par exemple. En fait, je comprends pas, vous avez peur de quoi ? De vous retrouver seul avec des enfants dans un dortoir et donc, à part si vous êtes un pécriminel, je vois pas le souci. À part si vous êtes le genre de personne à hurler sur des enfants dans un dortoir, leur arracher leur doudou et les menacer pour qu'ils s'endorment parce que vous avez envie que ça aille vite et que vous bâclez votre travail. À part ça, je ne vois pas de quoi vous avez peur et comment vous avez peur des enfants alors qu'ils sont agressés. Il y a un enfant qui va se souiller parce qu'il a fait pipi à la culotte. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le change ? Du coup, oui. Oui, tu le changes. On prévient, bien sûr, avant de changer un enfant. On explique qu'est-ce qu'on va faire. On demande à l'enfant s'il veut faire par lui-même, s'il est plus à l'aise de faire par lui-même. Mais oui, tu le changes. Et si je le change, il va falloir que je fasse très attention parce qu'on peut m'accuser de quelque chose. Donc là, on se retrouve avec des adultes qui ont le même discours que les hommes qui vont te dire « Non, mais moi, je peux plus prendre l'ascenseur avec une femme, on va m'accuser. Ah non, mais moi, je peux pas monter en voiture avec une femme, on va m'accuser de choses que je n'ai pas faites. » Ça n'existe pas. Ok ? Si vous êtes accusé, c'est que vous avez un comportement bizarre. Si vous êtes accusé, c'est que vous avez fait des choses bizarres. Si vous êtes accusé, c'est que vous n'avez pas respecté les limites d'un enfant. Comme les cas de violence S que peuvent subir les femmes, ce genre de discours continue à entretenir la fausse croyance qu'il y a des fausses accusations, que des enfants vont mentir sur des choses comme des agressions sexuelles. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous parlez des VRAS, mais vous pensez que les enfants sont des menteurs. Vous pensez que vous, personne innocente, vous pouvez être accusé à tort par un enfant parce que vous êtes dans le dortoir, parce que vous lui faites un change. Vous êtes et vous participez à la culture du viol. Vous participez au fait qu'il y ait des enfants qui osent parler mais qui ne sont pas crus parce qu'on fait croire que mais c'est peut-être faux, les enfants sont des menteurs. Vous faites partie du problème. Au lieu de vous soucier des enfants, vous vous souciez d'être faussement accusé. C'est ça votre souci ? Il y a je sais pas combien d'enquêtes en cours. Il y a des enfants en détresse, des enfants qui sont détruits pour toute leur vie. Et vous vous inquiétez d'être faussement accusé parce que vous êtes dans le dortoir ou parce que vous avez changé une couche. Vous faites partie du problème. Le problème des violences sexistes et sexuelles, c'est pas les free parties, c'est les hommes. C'est une femme qui est venue me voir et qui a participé à une rave party illégale et qui a été victime de violences sexuelles. Elle m'a dit la différence entre une soirée organisée légale et une rave party illégale. C'est lorsque vous faites violer par une personne dans une rave party illégale, vous n'appelez pas la police et personne ne l'appelle. Sandrine, je sais pas comment vous faites. Vraiment. Parce que l'autre en face, je sais pas s'il est né con ou si ça fait suite à un accident. Enfin non, en vrai, il est pas débile, hein, il sait très bien ce qu'il fait. C'est un prétexte live parce que s'il voulait vraiment interdire les endroits dangereux pour les femmes,
femmes, bah ils commenceraient par interdire les commissariats, puisqu'il y a des femmes qui ont été violées dans des commissariats, et du coup elles peuvent pas aller porter plainte, puisqu'elles ont été violées dans un commissariat, elles vont pas aller au commissariat pour dire qu'il y a un policier qui les a violées dans un commissariat. Voilà, bah faut interdire les commissariats. L'étape suivante évidente pour résoudre le problème des agressions sexuelles. Et j'arrive pas à savoir s'ils sont complètement teubés ou s'ils utilisent les femmes sciemment à des fins politiques. Après, je me souviens que Michel Rocard avait dit toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Et là, l'esprit, je crois que l'esprit, il est très très rare. On arrive à la fin de la séance, tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Ah si, en fait j'allais oublier, la plupart du temps je m'endors et j'espère ne pas me réveiller. Mais on est 30 secondes avant la fin? Je suis désolée. Tu m'as parlé de ton chat toute la séance? On fait quoi maintenant? On rajoute 1 heure? Alors là, du coup je reste. Non, c'est vraiment simple, regarde. Dieu t'aime énormément et il veut que tu l'aimes aussi. Alors, il se cache. Et tu dois le trouver parce que si tu le fais pas, alors malheureusement, il devra te tourmenter éternellement. Parce qu'il a décidé que ce serait la conséquence de ne pas l'avoir trouvé. Il est invisible, mais il est toujours autour de toi. Mais le trouver est évidemment impossible parce que si tu le trouves, alors tu sauras qu'il existe, et évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que t'es pas censé savoir qu'il existe, t'es supposé avoir la foi. Parce que la foi, c'est la clé pour aller au paradis. Mais souviens-toi qu'aucun d'entre nous ne mérite le paradis, parce qu'il y a très très longtemps, 2 personnes ont mangé un fruit. Et Dieu a choisi pour conséquence du fait que ces personnes ont mangé le fruit, la souffrance pour eux et leur descendance et l'arrivée du mal sur terre. Même si l'arbre de la connaissance du bien et du mal existait déjà, donc le mal devait déjà exister, mais surtout réfléchis pas trop à ça. Mais ne t'inquiète surtout pas, Dieu t'aime tellement qu'il a mis enceinte une fille de lui-même pour pouvoir se sacrifier lui-même à lui-même pour nous sauver des problèmes qu'il avait créés lui-même. Et au fait, les ânes et les serpents peuvent parler, la Terre a été entièrement recouverte d'eau et la planète n'a que 6000 ans. Alors, tu nous rejoins? Non. Eh ouais, il y avait pas Netflix. Je sais pas lequel choisir, entre Édouard le Ténébreux ou bien Jacob le Loyal. Ouais, je suis un rebelle, j'écoute du Kyo, mec. Ouais, je suis un gothique et j'aime la mort. Wow! Ah, c'est magnifique! Merci Valérie Damido! Bah de rien mon loulou, ça c'est ma spécialité ça! Ouais, c'est génial là, oui! Ah ouais, je suis prêt! Eh, salut ou quoi? Ouais, ça vient! La musique! Alors, c'était comment, Rafi? De la grosse merde, j'ai envie de vomir. Oh, c'est génial! Je viens de télécharger Harry Potter sur la moyeur. Allez, viens ma petite Hermione, viens voir ma grosse baguette! Oh, dis donc, énorme! Par-dessus la 3e corde! Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Viens là! Viens là! You can see me! Viens, mets-moi un coup! Non! Je suis triple S! Je suis Batista! Oh! Ça va? Et tu dis rien à maman, hein? Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. Ne quittez pas. Police, secours, j'écoute. Oui, allô? J'écoute. Oui. Il y a un homme qui me suit. J'avais déjà appelé la semaine dernière, c'est le même homme. Il me suit depuis que je suis sortie de chez moi. C'est quelle adresse? 17 rue Castiglione, dans le premier. Il vous a frappé? Non. Ok, mais donc vous appelez pourquoi en fait? Bah, il me suit. C'est la même personne que la semaine dernière. Et vous êtes habillé comment? Robe et sandales. Robe courte? Non, pourquoi? Il y a eu des regards ambigus entre vous? Hein? Mais non. Mais vous le connaissez, comment ça se fait que ça soit la 2e fois? Bah, j'en sais rien, c'est d'autant plus inquiétant. Bah, c'est peut-être votre voisin. Demandez-lui ce qu'il veut. Mais non, je vais pas aller vers lui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu me lâches en fait. Madame, calmez. Je comprends rien à ce qu'elle dit, elle est hystérique. Allô? Je vous parle. Si vous ne Allô? écoutez pas, c'est pas la peine de nous appeler, hein. Oui. Alors ça va prendre combien de temps? C'est un soir de match là, on n'a pas d'effectifs disponibles aux alentours. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, vous rentrez chez vous, madame.
Ça évitera de surcharger la ligne avec des gens qui se baladent seuls à 23h. Mais je suis pas en train de me balader. Et puis si je rentre chez moi et qu'ils forcent la porte, qu'est-ce que je fais après? Demain, vous pourrez venir porter plainte au commissariat une fois les faits avérés. Est-ce que vous avez déjà vu un homme mis en examen pour viol s'excuser de la défaillance du système? Au nom de la justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français. Non, monsieur Darmanin, Liana n'est pas un fait divers ou un cas isolé de défaillance du système judiciaire, mais bien tout un système qui ne condamne jamais les agresseurs. Êtes-vous franchement étonné, monsieur Darmanin, que la justice ait laissé en liberté le principal suspect, Jérôme Barella, alors qu'il y avait déjà des plaintes pour agression sexuelle sur mineur à son encontre, et notamment une en août 2026 pour viol d'une petite fillette de 10 ans. Mais vous en connaissez certainement un rayon sur la défaillance de la justice parce que vous y avez été confronté. Attention, quand il s'agit de la culpabilité d'un système par rapport à la culture du viol, nos responsables médiatiques ne sont pas en reste. Violer les femmes, d'ailleurs je viole la même tous les soirs. Durance 13 ans et 9 mois. Je dirais une chose, elle n'était pas impubère. Est-ce que vous êtes étonné pour Liana, vous monsieur Finkielkraut, qui défendait à une heure de grande écoute le droit qu'un adulte puisse disposer librement du corps d'une enfant mineure dans l'affaire Polanski? L'impunité ne commence pas au tribunal, mais elle commence bien ici, là où les actes ne sont pas punis. Comment peut-on condamner des actes si on ne condamne pas des mots? Vous, monsieur Faure, peut-être êtes-vous étonné? Êtes-vous étonné que la brigade des mineurs n'écoute pas les enfants qui sont victimes d'inceste, ni leurs parents qui dénoncent? Elle m'a parlé de zizi dans la bouche. Je vous dis, à cet âge-là, moi vous allez plutôt avoir un psychologue faire un petit point avec votre enfant. Mais bon, c'est pas parce qu'elle parle de ça que c'est lié à un abus sexuel. Parce que oui, monsieur Faure, pour protéger les enfants, il faut déjà les écouter. Mais vous le saviez déjà? C'est ça qui est insidieux dans ce système, c'est que tout le monde le sait. À commencer par notre cher président Emmanuel Macron, qui en 2021 a fait une demande de l'état des lieux de la pédocriminalité et de l'inceste en France à la Civis. Et en 2023, la Civis a alerté. Dans 92% des cas de pédocriminalité en France, les enfants victimes ne reçoivent pas d'accompagnement social. Et là, on parle pas de juridique. Le taux d'impunité de l'inceste et de la pédocriminalité en France est alarmant. Et monsieur Bayrou, vous n'y voyez rien d'étonnant, j'imagine. Vous n'aviez pas mis vos enfants à Bétarame? Mais si, rappelez-vous, c'est quand vous avez décidé de fermer les yeux sur les actes de pédocriminalité de l'établissement pour avoir des soutiens électoraux pour vos campagnes. Parce que oui, vous le saviez aussi, comme tout le monde dans le système. Que se passe-t-il dans le système judiciaire quand les mères décident de protéger leurs enfants? Papa dit que c'est un secret entre Doudou, lui et moi, et qu'il ne faut surtout pas te le dire. Maman, je sais que c'est de ma faute parce que papa, il me demande s'il peut toucher la vulve et moi j'ai dit oui. J'ai déposé plainte. Elle a été entendue en salle d'audition Mélanie 2 fois. Une expertise psychologique à l'unité médico-judiciaire a confirmé la sincérité de ses propos et l'absence d'influence de ma part. Pourtant, la garde alternée est maintenue. Monsieur Darmanin, ne me dites pas que vous êtes étonné que la justice oblige des mères à rendre la garde de leurs enfants à des pères incestueux. Alors je vais plutôt poser la question à vous, monsieur Macron. Vous qui avez commandé un rapport en 2021 sur l'état de la pédocriminalité en France, vous qui avez lu ce rapport, qui avez lu les recommandations de ce rapport, est-ce que vous êtes étonné? Dans ce pays, qui est mon pays, on n'écoute plus les femmes. On ne croit plus les femmes, peu importe le nombre de femmes qui dénoncent. Et on n'écoute plus les enfants. Des Liana, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ne sont pas protégés par le système que vous dirigez. Alors moi, monsieur Macron, comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés, mais nous sommes en colère contre un système qui favorise l'impunité.
Bonjour, bienvenue dans cette exposition photo, une nouvelle collection en hommage à ce fabuleux outil du 21e siècle, le smartphone. Je vous invite à découvrir cette première œuvre imposante, un screenshot intitulé « Sous les pavés, la rage ». Alors on peut imaginer que l'auteur s'adresse ici à l'élu de son cœur et qu'elle en capture l'image afin peut-être de la transmettre à sa meilleure amie pour conseil ou bien de se constituer un dossier de preuves solide en vue de prochains accrochages. On poursuit. Cette pièce de 300 000 m² qui fait la fierté de notre musée abrite l'œuvre intitulée « 1001 chats », un ensemble donc de photos du sol au plafond comme vous pouvez le voir et qu'il faudrait probablement toute une vie à parcourir. Nous retrouvons ici un triptyque de capture d'écran intitulé « Occasion manquée », de gauche à droite un exercice de sport, une recette et un DIY, ces activités qui ont en commun d'avoir été screenées mais jamais réalisées. Juste en face, ce duo d'œuvres qui semble ne pas faire sens mais qui se dessine à la découverte de son titre Boomer, c'est effectivement d'une part la représentation d'un pouce présent sur l'objectif et d'autre part la fameuse photo accident que l'on retrouve souvent dans les smartphones de nos aînés. Je laisse les plus aguerris découvrir nos salles masquées et supprimées récemment. Vous y découvrirez des photos de l'ordre de l'intime allant du nu à l'ongle incarné. Pour terminer cette exposition, je vous invite à vous regarder dans cette œuvre contemporaine, le miroir, qui représente ici le selfie, symbole de notre société narcissico-capitaliste. Au revoir. En France, les contrôleurs techniques sont vraiment trop attentionnés. Quand cet expert a remarqué que ce bus présentait de sérieux problèmes de sécurité, sa première vérification a été de tester la résistance des essuie-glaces avec beaucoup de rigueur et de méthode. Soucieux de ne pas perturber la circulation, le contrôleur technique faisait régulièrement signe aux automobilistes pour passer tranquillement sur sa gauche. Il a également vérifié que la carrosserie était bien solidement fixée avec beaucoup d'expertise. Ensuite, il a procédé à une vérification complète des rétroviseurs. D'abord le gauche, puis le droit. Chaque test effectué avec beaucoup de douceur et d'application. Entre deux contrôles, il prenait soin de vérifier l'état de ses mains, car c'est son outil de travail le plus précieux. Après avoir tenté héroïquement de déposer le rétroviseur récalcitrant, il a décidé de le laisser en place pour la sécurité du véhicule. Un automobiliste, tellement impressionné par son travail, s'est arrêté pour prendre rendez-vous pour le contrôle technique de sa propre voiture. Une fois terminé, le contrôleur a gentiment informé le chauffeur des résultats en le pointant du doigt avec bienveillance et a invité les passants à venir constater son excellent travail. Surpris par l'heure tardive à laquelle l'inspecteur travaillait, la police s'est dépêchée de lui demander gentiment d'arrêter son contrôle et l'a accompagné sur le côté pour qu'il puisse prendre un repos bien mérité. Partage la gentillesse et abonne-toi. Orwell avait raison, mais ses lecteurs ont eu tort. J'ai lu 1984 il y a 10 ans. Comme beaucoup de gens, j'avais surtout été marqué par l'univers. Cette société où chaque maison, chaque mur contient un télécran, un micro et des affiches d'un certain Big Brother. Sauf qu'à la relecture, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est Winston. Un homme dont le travail consiste à corriger le passé. Si Big Brother s'est trompé hier, Winston falsifie les journaux. Les anciens sont remplacés et Big Brother n'a jamais tort. Pourtant, quand Winston rentre chez lui le soir, c'est pour s'asseoir dans un angle mort de son télécran, ouvrir un carnet et tenter de conserver une trace du réel. Là-dessus, une question l'obsède. Existe-t-il encore un endroit que Big Brother ne contrôle pas ? Il pense alors aux prolétaires et part interroger un vieil homme. Mais l'homme se perd dans des anecdotes sans importance. Puis il y a Julia, cette femme qu'il croit fidèle alliée du parti. Un jour, elle glisse un mot dans sa main. Les deux commencent à se voir en cachette, prennent des risques, tombent amoureux. Et pour la première fois, Winston croit avoir trouvé quelque chose qui échappe au système. Pourtant, une autre idée ne le quitte plus. Un visage rassurant, intelligent, O'Brien. Winston ne sait presque rien de lui, mais il a l'intuition qu'il partage quelque chose. Un jour, leurs chemins se croisent. Une conversation banale, un prétexte, et un rendez-vous est pris. Arrivé chez lui, O'Brien éteint le télécran. Winston n'avait jamais vu ça. Il lui parle d'une résistance, d'un monde où Big Brother ment, et d'un livre qu'il recevra bientôt. En lisant ce livre, Winston n'est pas frappé par ce qu'il découvre, mais ce qu'il reconnaît. Comme si quelqu'un avait mis des mots sur ce qu'il pensait déjà. Ses soupçons prennent forme. Il croit enfin toucher la vérité du doigt, referme le livre, puis se fait arrêter. Par O'Brien. Depuis 7 ans, je vous surveille, dit-il. Winston est alors emmené en prison, torturé, affamé, battu. Il finit par dire ce qu'on lui demande. Alors on le soigne, le nourrit, lui laisse reprendre des forces. Et la torture recommence. Peu à peu, il renonce à ses certitudes. La douleur s'arrête, reprend, s'arrête encore. Mais quelque chose persiste. Il faut que vous aimiez Big Brother, dit O'Brien. Lui obéir n'est pas suffisant. Alors il l'emmène dans la salle 101. Ce qui s'y trouve est, pour chacun, la pire chose au monde. O'Brien sort une cage. À l'intérieur, des rats. Winston les voit, sent leur odeur. O'Brien rapproche la cage. Un premier déclic retentit. Il essaie encore de réfléchir, de trouver une issue. Alors il hurle. « Faites-le à Julia! Déchirez-lui le visage! Épluchez-la jusqu'aux os! Pas à moi !» C'est là que j'ai compris ce qui m'avait échappé à ma première lecture.
Le parti n'empêche jamais Winston d'avancer. Il le laisse écrire, tomber amoureux, chercher des réponses. Et c'est précisément pour ça qu'il peut tout lui reprendre. En réalité, Winston ne tombe pas dans un piège. Il passe tout le roman à entrer dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'Orwell avait vraiment vu? On entend souvent parler de 1984 pour ses caméras. Aujourd'hui, elles sont partout. La différence, c'est qu'on les achète nous-mêmes. On les met dans nos poches et on passe notre temps à leur montrer ce qu'on aime, ce qu'on déteste. Comme Winston, on cherche parfois des espaces où échapper au système. Et c'est peut-être dans cette recherche que nous lui apprenons qui nous sommes. Et au fond, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un système qui nous prend quelque chose? Ou un système qui nous pousse à le lui donner? Est-ce qu'on peut rappeler aux hommes qu'ils partagent l'espace public avec nous, mesdames? Et en fait, j'ai vu une créatrice de contenu en parler l'autre jour, d'ailleurs je l'adore. Elle disait qu'elle ne se poussait plus. Parce que c'est vrai, les hommes sont habitués à ce qu'on se pousse toujours. Vous savez, dans la rue, sur le trottoir, comme si on n'existait pas, il fallait qu'on se pousse automatiquement. Et en fait, ils sont extrêmement habitués à ce qu'on le fasse. Et alors moi, maintenant, je pousse, je heurte. Au dernier moment, j'esquive, parce que eux, ils vont pas esquiver, hein. Attention. Et je les heurte. J'en ai rien à foutre, je heurte. Ils font une tête un peu spéciale quand vous les heurtez, c'est amusant. Parce que alors nous, quand on nous viole, il faut rien dire. Mais alors nous, quand on les heurte, attendez, je vais vous montrer. Vous arrivez au dernier moment, et puis pour ainsi dire, paf, ils font genre... En fait, moi, j'aimerais lancer une pétition pour qu'on définisse un côté homme, un côté femme, parce qu'on en a ras le cul, en fait, de vous. Il en va de même dans les transports en commun. Moi, je parle du métro, j'habite à Paris. Vous allez voir ce que je leur fais, moi. Oula, la liberté guidant le peuple. Bon, généralement, l'homme se tient dans cette position. Et puis alors, moi, je suis là, il y a une place, hein, ici. Vous ne la voyez pas? Non, elle est occupée par les deux jambes de l'homme. Moi, j'ai une théorie à ce sujet-là. Je pense qu'ils se mettent dans cette position parce qu'ils pensent que leurs couilles sont beaucoup trop grandes. Alors que généralement, ils ont deux petites copines absolument ridicules. Alors, je m'assois quand même. Et puis, je m'excuse pas. Je dis, je vais m'asseoir ici. Ça se pousse pas, hein. Donc, je me faufile. Et puis après, paf, avec ma jambe, je fais ça sur la sienne. Toujours la même réaction, c'est genre... En général, il se produit, oui, un arrêt cardiaque, quelque chose dans le genre. Donc voilà, pétition pour que les hommes se taisent, ferment leurs jambes et leur gueule par la même occasion. Voilà, ce serait chouette. Today, I wanted to eat a croissant. So I went to a place that sells croissant. And I bought a croissant. And I returned home with the croissant. And then I ate the croissant. Hello, hello, je suis l'assistant divin. Je viens voir comment se porte le monde depuis qu'on vous a envoyé Bob. Bob? Ouais, Bob le prophète. C'est pas Jésus-Christ? Jésus qui? Non, Jésus-Christ. Non, mais j'ai bien entendu, mais c'est qui Jésus-Christ? C'est le gars qui nous a guidés jusqu'à maintenant. Attendez, vous voulez dire qu'il y a un mec qui est venu, qui s'appelle pas Bob, et qui a guidé l'humanité jusqu'à maintenant? Ah oui, Jésus, le fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. Vierge? Mais vous voyez pas l'incohérence là dans le discours? Je sais pas, c'est les miracles de Dieu. Des miracles, on en a fait qu'un. Et c'est Bob. Où est passé Bob? Bah, on n'en sait rien, nous, il y en a eu plein des prophètes. Des prophètes? Et aucun ne s'appelle Bob. Je crois pas, qu'est-ce qu'il a de particulier ce Bob? Ce Bob était censé venir, guider l'humanité, réunir les peuples, pour l'amour et la paix. Ah bah c'est bon, les autres l'ont fait. Ah, ok, bon, y a pas Bob, mais au moins y a pas de guerre sur cette terre. Y a pas de guerre sur cette terre. Vous savez, les religions, elles sont pas toujours mises d'accord, quoi. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on avait envoyé Bob, pour pas créer de religion. Après, on veut pas vous vexer, hein, mais on n'a jamais entendu parler de Bob. En plus, Bob, c'est un prénom assez rigolo. Vous vous rendez compte quand même que sur 1 996 883 247 terres, vous êtes la seule à ne pas avoir écouté Bob. On est désolé, mais vous nous l'avez envoyé quand, ce Bob? Il y a 2000 ans, pile poil, hein. Je suis venu pour l'anniversaire. Ah ben voilà le problème, il avait 26 ans de retard sur Jésus-Christ. Arrêtez de me parler ce Jésus-Christ. Personne le connaît là. On n'en sait rien, nous, alors allez demander à Bob ce qui s'est passé. Il doit être au paradis avec les autres, je sais pas. Au paradis quoi? S'il vous plaît, je suis Bob. Je suis venu réunir les peuples pour l'amour et la paix. C'est que le mien, ou vous aussi, votre mec, quand il raconte des histoires, il raconte des histoires sans détail. Bah ouais, là, Marc, il s'est mis en couple. Elle s'appelle comment? Il l'a rencontrée où? Depuis quand ils se fréquentent? Comment ils se sont mis ensemble? C'est bon, il a fait sa demande, ils vont se marier. Il a fait sa demande où? Il l'a fait comment? Est-ce qu'il a posé le genou ou pas? Est-ce qu'il a pleuré? Quand est-ce qu'il se marie? Est-ce que t'as une photo de la bague?
Et puis quand tu oses demander tous ces détails qui me semblent, pour ma part, le b.a.-ba d'une histoire, il te regarde avec un regard vide, en mode, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Et puis alors vraiment, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Du coup, est-ce que c'est que le mien ou c'est de notoriété universelle? Je vous embrasse. Je suis tombée sur la vidéo d'un homme qui théorise le comportement des femmes dans la trentaine. Ça se voit que c'est un domaine dans lequel il est expert, il a fait beaucoup de recherches, donc il nous partage tout ça, c'est gentil. Parlons des connasses de 35 ans célibataires qui te font croire sur les réseaux sociaux qu'elles sont enfin heureuses et qu'elles se sont trouvées dans la vie. Traduction, ouin, je suis un énorme loser, aucune fille ne veut sortir avec moi, du coup je les insulte gratuitement sur internet car je suis frustrée du sgeg. Proclamer son bonheur sur les réseaux sociaux, c'est un appel au secours d'une personne en phase terminale dans sa dépression. Faire des généralités sexistes sur les réseaux sociaux, c'est un move de cassos désespéré qui, à défaut de bâtir des relations saines dans la vraie vie, raconte des bêtises sur internet pour passer le temps de son existence médiocre. Ces filles-là, elles ont gobé tout le narratif consistant à croire que c'est ridicule d'avoir une famille et que c'est la honte d'élever des enfants. Et oui, car dans leur monde idéal, les femmes servent à 3 choses. Les sucer, leur faire à manger et leur faire des enfants. Bah quoi? Je comprends pas pourquoi ça les a saoulés. Ces personnes-là ne reçoivent du soutien que de la part de personnes dans la même situation. Ah ouais, trop chiant d'être soutenues par des personnes qui, comme moi, luttent pour que les femmes soient libres et indépendantes. Elles ont un pacte tacite de soutien mutuel dans leur naufrage de vie. Moi, je me demande juste qui est en naufrage de vie, là. C'est-à-dire que même mon câble USB, il a plus de charisme. Là, monsieur, il faudrait couper internet et aller cueillir des orties, par exemple. Je pronostique qu'un jour, des femmes conscientes de s'être faites arnaquer par le féminisme feront des témoignages auprès des jeunes générations. Salut les jeunes, en tant qu'ancienne féministe, je voudrais vous témoigner mon regret le plus profond d'avoir milité pour les droits des femmes. En fait, je regrette terriblement le temps où les femmes n'avaient pas de compte en banque, où n'avaient pas le droit d'avorter, etc. Je vous le dis comme je le pense, j'ai été sotte. Vive les hommes! Reçois gratuitement mon guide de survie contre la débilité, le lien est sur mon profil. Expert en femmes et en graphisme. Débrief de la chambre de mon enfant. Je viens de la ranger. J'y ai passé 3 heures. 3 minutes plus tard, j'y retourne et c'est pire qu'avant. Je pense que cette chambre se dérange toute seule. Je range une poupée. 2 minutes plus tard, elle se retrouve dans le salon. Je range les feutres. Ils sont dans la cuisine. À ce stade, elle n'a plus de chambre. Elle a annexé tout l'appartement. Le salon ressemble à sa chambre, et sa chambre ressemble à un crime qu'on n'a jamais élucidé. On lui a acheté un bureau pour dessiner. Elle n'y a jamais mis les pieds. Par contre, elle dessine sur la table du salon, à même la table. On lui a acheté un grand lit aussi, parce qu'elle est grande maintenant. Résultat, je dors dans son lit, et elle dort dans le mien. J'ai financé mon propre remplacement. La nuit, parfois, j'entends un jouet s'allumer tout seul. Je suis terrifié. Elle dort. Par contre, à 6h du matin, une légère brise, un rayon de soleil, une pensée positive, et elle est debout, prête à commencer sa journée. Moi, non. Je me suis allongé dans le canapé. J'ai retrouvé un jouet disparu depuis 2 ans. À ce stade, ce n'est plus un jouet, non. C'est de l'archéologie. La chambre de mon enfant, ce n'est pas une chambre. C'est un territoire autonome. Et manifestement, je n'y ai plus aucune autorité. Proposer une infographie absolument incroyable. C'est centré sur 3 personnages, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin et un 3e qui est moins connu qui s'appelle Alexandre Peset. Et c'est en gros les réseaux d'extrême droite en France. On se dit, une personne qui n'est pas au courant, elle peut être complètement entourée de toutes ces différentes structures. On va prendre un exemple concret, un sujet qui est cher à Pierre-Édouard Stérin, c'est le dénigrement de l'IVG. Alors, on peut partir, par exemple, d'une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Credo Funding. Le crowdfunding permet de financer une fondation qui se concentre sur la défense de la vie, notamment la recherche sur les maladies génétiques, la trisomie, etc., mais aussi des démarches anti-IVG. Cette fondation promeut un site qui s'appelle ivg.net, qui a l'air neutre comme ça, mais quand vous y allez, toutes les femmes qui témoignent parle de dépression post-IVG, parle de regrets, de remords, etc., etc. Ce site, il est financé par Stella Domini. En tout cas, l'association qui porte ce site est financée par une financière qui s'appelle Stella Domini, qui elle-même finance des écoles dans le milieu rural, des écoles très traditionnalistes, et qui sont elles-mêmes financées par le Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Stérin. Un exemple supplémentaire dans un tout autre domaine, vous avez Vaincre ou mourir, qui était un long métrage en costume et tout sur la guerre de Vendée, qui a été coproduit lui par Puy du Fou. Ça a été coproduit par le Puy du Fou, donc Philippe de Villiers, et Studio Canal, donc Bolloré. Ça a été distribué par une entreprise qui a distribué par ailleurs Unplanned, qui était un film contre l'IVG, produit par un studio évangéliste américain. Super. Et c'était diffusé, bien sûr, sur les médias Bolloré à plusieurs reprises. Donc voilà, il y a une conjonction comme ça de plein d'acteurs qui poussent tous dans une catastrophe. On se dit, une personne qui n'est pas au courant, elle peut être complètement entourée
de toutes ces différentes structures. T'écoutes Europe 1, tu sais pas forcément que tu peux avoir parvenir. écouté Europe 1 longtemps et te laisser un petit peu bercer comme ça, etc. Et en fait, ça peut être quelque chose qui t'entoure. Il y a des jeunes qui vont s'inscrire. Enfin, j'ai eu le cas récemment d'une jeune qui s'est inscrite à l'ESJ Paris, l'École supérieure de journalisme, en se disant cool, j'ai une école de journalisme qui est quand même difficile. Et en fait, elle s'est rendue compte que maintenant, ça a été racheté par Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé. Le directeur du développement, c'est le fameux Alexandre Peuzet. Ouais. Et tu te retrouves comme ça dans un milieu sans le savoir. Donc, moi, j'avais cette impression, en faisant ce travail, au moins d'informer les gens, de mettre sur la table l'Olympia, etc. Enfin, qu'on sache aussi où va notre argent, où vont s'inscrire. C'est marrant que tu cites quelqu'un qui allait en école de journalisme, parce que ça, c'est aussi très utile pour les journalistes. Parce que les journalistes ne savent pas nécessairement tout ça. Ils peuvent se retrouver parce qu'ils ont un plateau à boucler, à inviter je ne sais qui de l'Institut économique de Mécouy, qui a un nom, comme je disais, un nom assez neutre. Institut pour la justice, très bien, tiens, sur l'affaire Liana, je vais inviter le mec de l'Institut pour la justice. Et tu te retrouves avec Jean Nazi, qui te dit... mais c'est vraiment ça le délire. Mais c'est important ce que tu dis sur le côté se laisser tromper de bonne foi. Par un dispositif qui est fait pour être trompeur. Exactement.